Règle numéro 3. Nos erreurs ne sont pas des fautes. Le développement personnel est le résultat d'expériences multiples, d'une série d'essais manqués et plus rarement réussis. Nos échecs nous en apprennent autant que nos succès. C'est la succession de nos échecs et de nos réussites qui nous conduit à la sagesse. La façon dont les choses vont tourner n'est pas de notre ressort. Parfois nous sortons victorieux d'une épreuve, parfois déçus. Mais soyez sûrs que les essais manqués ne sont pas des fautes, au sens moral du terme. Ce ne sont que des erreurs, inévitables et tout aussi riches d'enseignements. Sinon plus que de prétendus succès. La plupart des gens sont désappointés lorsque leur projet n'aboutit pas. Ils lui ont consacré une grande part de leur énergie, de leur temps et de leur argent. Et l'échec les remplit de regrets et de colère. Notre première réaction en général est la culpabilité. Nous avons le sentiment de ne pas en avoir fait assez. Une telle conclusion est un obstacle à notre progression. Elle freine notre processus d'apprentissage. Au lieu de considérer nos propres erreurs comme des fautes et celles des autres comme des atteintes personnelles, pourquoi ne pas les voir comme des occasions d'apprendre? Lorsqu'une situation ne répond pas à notre attente, il nous permet d'évaluer nos sentiments et nos comportements. Si vous cessez de voir les vicissitudes de l'existence, les déceptions, les chagrins, les deuils, la maladie et toutes les tragédies qui nous menacent comme des obstacles, vous serez envahi d'une force nouvelle. Vous pourrez prendre la vie à bras-le-corps et relever les défis qui se présentent, au lieu de vous sentir humilié, vaincu ou dépassé par les événements. J'ai beaucoup aimé un conte oriental qui raconte à peu près ceci. Azad racontait son histoire. Elle était une fois, au Maroc, une jeune fille dont le père était fileur. Le commerce du père devint florissant. Il entreprit un voyage à travers la Méditerranée pour vendre à l'étranger le fil qu'il avait fabriqué. Il emmena sa fille avec lui et lui dit qu'il pourrait profiter de l'occasion pour se trouver un bon mari. Mais il y a eu une terrible tempête. La barque fit naufrage, le père mourut et la jeune fille fut jetée sur le rivage. Épuisée, affamée, à peine capable de se rappeler son passé, elle fut finalement accueillie par une famille de tisserands. Elle apprit à fabriquer de la toile et se trouva contente de son sort. Un jour, il se promenait sur la plage. Elle fut enlevée par des marchands d'esclaves, emmenée en Turquie et vendue sur le marché d'Istanbul. Un homme qui était venu pour acheter des esclaves capables de l'aider à fabriquer des mâts de navire vit la malheureuse jeune fille, la prit en pitié et l'emmena chez lui pour en faire la servante de sa femme. Mais des pirates avaient pillé la cargaison qu'il venait d'acquérir, et il n'avait plus d'argent pour acheter d'autres esclaves. Il continua donc de fabriquer ses mains avec l'aide de sa femme et de la jeune fille. Celle-ci travailla avec tant d'ardeur et de conscience que son maître décida de la franchir et de la prendre comme associée, ce qui la remplit de joie. Un beau jour, elle fut désignée pour accompagner un chargement de mains en direction de Java. Il s'embarqua, mais au large de la Chine, le navire fut détruit par un typhon. La jeune fille fut de nouveau rejetée par la mer sur un rivage inconnu, et de nouveau, elle se lamenta sur son destin. « Pourquoi faut-il que tous ces malheurs m'arrivent à moi ?» s'écria-t-elle. Il n'y a eu pas de réponse. Elle traversa la plage et commença à marcher à l'aventure. Une vieille légende chinoise racontait qu'une femme étrangère viendrait et qu'il fabriquerait une tente pour l'empereur. Personne en Chine ne savait construire une tente, et les générations successives s'interrogeaient sur le sens de la prédiction. Une fois l'an, l'empereur envoyait des émissaires dans tout le pays, afin qu'ils ramènent au palais les jeunes femmes étrangères. Cette année-là, les émissaires trouvèrent la naufragée et la conduisèrent devant l'empereur. Un interprète lui demanda s'il savait construire une tente. « Il me semble que oui, » répond-elle. Elle demanda de la corde, mais les Chinois n'en avaient pas. Se souvenant de son enfance et du métier de son père, elle demanda de la soie et en fit une corde solide. Elle demanda de la toile épaisse, mais les Chinois n'en avaient pas. Se souvenant de sa vie au milieu de tisserands, elle tissa la toile épaisse dont il avait besoin. Elle demanda des piquets de bois, mais les Chinois n'en avaient pas. Alors, se souvenant de sa vie avec le fabricant de mains, elle confectionna des piquets de tente. Ensuite, elle essaya de se rappeler du mieux qu'il put à quoi ressemblait une tente.
Elle monta donc une tente, l'empereur admiratif, ravi que la prophétie ancienne se soit enfin accomplie, lui offrait de réaliser tous ses vœux. Elle épousa un beau prince et resta en Chine, où elle connut une longue vie heureuse, entourée de ses nombreux enfants. Elle comprit que tous les événements tragiques qu'elle avait vécus avaient un sens et qu'elle avait finalement contribué à son bonheur. La jeune fille de la fable a su découvrir la signification de son existence mouvementée. Elle s'est montrée attentive aux grands desseins que cachaient ces événements successifs. Il n'est pas toujours facile pour nous de situer les choses dans une perspective d'ensemble. C'est pourtant la seule façon de comprendre ce qu'ils ont de bon. Pour faciliter ce processus d'apprentissage, vous devrez maîtriser quelques leçons essentielles. La compassion, le pardon, l'éthique et par-dessus tout, le sens de l'humour. Sinon, vous serez condamné à une vision à courte vue et vous resterez incapable de transformer les circonstances de la vie en occasion d'apprendre et d'aller de l'avant. La compassion. L'individu est capable d'une grande compassion autant que d'une grande indifférence. Il lui appartient de nourrir la première et de combattre la seconde. Norman Cousin. Pour parvenir à la compassion, il faut ouvrir son cœur. Être sensible à la compassion suppose que nous fréquentions le monde en baissant la garde sur le plan émotionnel et en restant en permanence attentif à autrui. C'est la compassion qui nous permet de garder le contact avec nos frères humains et avec l'essence de l'humanité. Notre cœur, pourtant, ne peut rester sans cesse ouvert aux autres. La charge serait trop lourde. Il est impossible de regarder le journal télévisé dans cet état d'esprit, sans être submergé par la misère du monde. Se construire une armure est souvent le seul moyen de se protéger des agressions extérieures. Apprendre la compassion signifie que vous êtes devenu capable, à votre gré, diriger ou d'abattre les barrières émotionnelles qui vous permettent à l'abri du reste du monde. Mais aussi que vous pouvez ignorer ces barrières pour entrer en contact avec un autre être humain. Bien entendu, vous pouvez également préparer une batterie de jugements propres à limiter l'accès des autres à votre sympathie. Ce n'est pas forcément un mal. Vos jugements de valeur vous permettent d'avancer sans risque, à découvert, en choisissant les convictions et les pensées que vous acceptez de recevoir du monde extérieur. En sélectionnant ce qui vous semble bon pour vous, sans ce sens critique, vous seriez exposé quotidiennement à des informations contradictoires parmi lesquelles vous seriez incapable de faire un choix. Il est vrai que vos jugements parfois vous empêchent de manifester de la compassion alors qu'il serait nécessaire si votre sens critique l'emporte sur votre capacité d'empathie. Vous vous éloignez de votre essence humaine en vous enfermant dans un carcan d'idées préconçues. Même si vous vous sentez supérieur à ceux que vous vous donnez le droit de juger, vous vous trouvez coupé du monde. La seule issue à cette froideur est la compassion. Être capable de laisser parler son cœur, c'est pouvoir appréhender sa nature essentielle et celle d'autrui. De cette façon, la compassion ouvre toutes les portes. La première condition de la compassion est de savoir reconnaître les circonstances au cours desquelles vous vous êtes laissé abuser par des idées préconçues. C'est très simple. Soyez attentif au rythme de votre respiration. Si vous avez le souffle court, c'est que selon toute vraisemblance, vous êtes prisonnier de vos principes. Votre moi conscient est capable, lui aussi, de reconnaître le moment où la compassion est nécessaire. Si vous vous arrêtez au milieu d'un raisonnement en vous demandant quels seraient les avantages de la compassion et de telles circonstances, c'est qu'elle s'impose. Autrement, l'idée ne vous en serait pas venue. Comme vous le savez depuis l'étude de la règle numéro 2, vous décidez seul d'apprendre ou non les leçons qui se présentent à vous. Pour la compassion, c'est exactement la même chose. C'est à vous de savoir si la compassion a ou non sa place en l'occurrence. Si vous optez pour la compassion, vous passez du domaine rationnel au domaine émotionnel. C'est la seule façon de vous mettre à la place de la personne sur laquelle vous portez un jugement et de comprendre son point de vue de l'intérieur. La compassion est aussi un sentiment indispensable à l'égard de soi-même. Si vous avez commis une erreur grave, si vous vous êtes conduit d'une façon qui vous fait honte, si vous avez failli en quoi que ce soit,
il est probable que votre première réaction sera de dresser une barrière entre votre personnalité idéale et cette partie de vous-même qui vous a déçu. Et cette démarche risque d'être tout aussi destructrice que lorsque vous jugez autrui. Ne soyez pas plus sévère avec vous qu'avec les autres. Laissez parler votre cœur. C'est la meilleure façon d'ouvrir la porte au pardon et de vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui risque d'entraver vos élans les plus généreux. Le pardon. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Alexandre Pope. Le pardon consiste à effacer une dette émotionnelle. Pour passer de la compassion au pardon, il faut ouvrir son cœur et entamer un processus conscient de libération de la rancune accumulée. Ressentir les actions passées comme des fautes implique la culpabilité et le reproche. Et passer son temps à reprocher quelque chose à quelqu'un ne débauche sur aucun enseignement profitable. Il existe 4 sortes de pardon. Le premier est le pardon à l'égard de soi-même, pour un manquement véniel. Il y a très peu de temps, je me suis perdue dans le métro. J'avais rendez-vous avec une amie. Et j'ai pris beaucoup de retard. Elle m'a attendu sous la pluie pendant près d'1 heure. Je m'en voulais terriblement. Mais tout à coup, alors que je venais de monter dans le bon train, qui me ramenait enfin dans le bon sens, je compris que j'avais fait de mon mieux et que je n'étais personnellement pour rien. Bien sûr, je me suis excusée auprès de mon ami, mais mon sentiment de culpabilité avait disparu. La seconde sorte de pardon est le pardon à l'égard d'autrui pour un manquement véniel. La troisième sorte de pardon est le pardon de soi-même pour un manquement grave, une mauvaise action qui vous remplit de honte. Le dernier type de pardon est le plus difficile à conquérir. C'est le pardon à l'égard d'autrui pour un manquement grave. Il nous arrive à tous, à un moment quelconque de notre vie, d'être blessés si gravement par une autre personne que le pardon semble a priori impossible. Mais entretenir la rancune et les idées de vengeance fait de nous inévitablement des victimes et nous entretient dans cet état jusqu'à ce que nous trouvions l'énergie suffisante pour pardonner et effacer l'ardoise. En résumé, voici les 4 types de pardon et la façon d'y parvenir. Premièrement, pardon véniel à l'égard de soi-même. Soyez compatisant à l'égard de vous-même. Dites-vous que vous avez fait ce que vous pouviez faire avec vos pauvres moyens. Faites des excuses et évacuez l'incident. Deuxièmement, pardon véniel à l'égard d'autrui. Faites de votre mieux pour comprendre les motivations de la personne concernée. Montre-lui de la compassion et évacuez l'incident. Troisièmement, pardon de soi-même pour un manquement grave. Essayez de comprendre les raisons qui vous ont animé. Faites des excuses et essayez de trouver le courage de vous absoudre. Quatrièmement, pardon à l'égard d'autrui pour un manquement grave. Laissez d'abord s'exprimer votre souffrance ou votre colère afin de vous en débarrasser. Ensuite, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour considérer l'épisode comme un échelon nécessaire de votre développement spirituel. L'éthique. Il n'existe pas de faute, pas plus que des coïncidences. Tous les événements sont des bienfaits qui nous guident vers la connaissance. Elisabeth Ross. Supposons que vous ayez commis un acte répréhensible. Vous pardonnez à vous-même. Vous faites des excuses à la personne que vous avez blessée. Et vous tentez d'effacer l'épisode de votre esprit. Mais il reste une leçon à en tirer. L'importance de l'éthique, la morale exige que nous nous conformions à des normes établies par la société à laquelle nous appartenons. Mais l'éthique ne répond pas à des codes universels. Il n'existe pas de règles valables pour tous, et ce qui est admis dans certaines cultures peut parfaitement être interdit ailleurs. Pour certains, l'éthique se définit en fonction des préceptes religieux. Pour d'autres, la morale est ce qui résulte de l'éducation reçue en classe ou en famille. Dans notre civilisation, la majorité des gens se fixent une règle simple. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Au niveau le plus élémentaire, l'éthique nous impose ce qui est bien ou mal dans nos relations avec les autres. Nous cherchons constamment le moyen de choisir le plus sûrement possible entre le bien et le mal. Au fond de nous-mêmes, nous faisions parfaitement la différence, mais il arrive que certaines circonstances compliquent la situation. Dans la vie, tout n'est pas forcément blanc ou noir. Il subsiste des zones de gris. Par exemple,
Lorsque vous étiez à l'école, vous vous êtes peut-être demandé si laisser votre voisin copier sur vous était bien ou mal. Votre camarade s'était mal préparé à l'examen en raison de difficultés relationnelles au sein de sa famille. Dans l'absolu, c'était mal de tricher et de laisser faire, mais dans le cas contraire, est-ce que ces ennuis ne risquaient pas d'empirer? Lorsque vos actes sont en conformité avec vos convictions intimes, vous êtes en paix avec vous-même et avec la morale. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Et l'intégrité est une vertu importante, parce que son absence crée un sentiment de division et de conflit permanent à l'intérieur de vous-même. Lorsque vous êtes infidèle à votre code moral, vous en êtes parfaitement conscient, vous en éprouvez très certainement du remords, et ce sentiment de culpabilité vous amène à comprendre que la leçon de l'éthique reste à apprendre, que vous soyez pris ou non en flagrant délit n'a aucune importance. D'instinct, vous saurez que vous avez mal agi, et c'est à vous seul que vous aurez des comptes à rendre. Le sens de l'humour. Il est extrêmement important d'apprendre à rire de soi-même. Catherine Mansfield. La leçon de l'humour vous invite à saupoudrer de légèreté et de distance des situations qui autrement seraient insupportables. Si vous êtes décidé à considérer vos malheurs comme des leçons et comme des erreurs riches d'enseignements, vous en aurez besoin à tout moment si vous savez rire de vous-même. Vous aurez fait un grand pas pour dédramatiser n'importe quelle situation et pour comprendre l'absurdité de certains comportements humains, à commencer par les vôtres. L'humour et le rire jouent aussi un rôle très important dans les relations humaines. Rire ensemble dénoue bien les conflits. L'une de mes amies me racontait dernièrement qu'au cours d'une violente dispute avec son mari, celui-ci avait fait une grimace qu'elle avait trouvée tellement comique qu'elle avait éclaté de rire. Ils comprirent en même temps que le sujet de leur dispute était futile et se mirent à rire tous les deux, avant de discuter de leurs différends de façon plus mesurée. Comme le dit Victor Borge, le rire est la plus courte distance entre deux êtres. Sur le plan mental et physique, les bienfaits du rire sont médicalement reconnus. Une bonne crise de rire dissipe les tensions, soulage le stress et diffuse dans notre organisme des endorphines qui jouent le rôle d'un euphorisant naturel. Dans le livre qu'il a consacré en 1976 à l'analyse d'une grave maladie et de la façon dont il en est sorti, Norman Cousin démontre que le rire est une thérapie très efficace. Le rire chasse les souffrances qui nous accablent. Il nous apprend à ne pas le prendre au sérieux. Il peut aussi nous aider à surmonter une épreuve difficile. Accordez-vous la permission de rire en toutes circonstances. Vous verrez que le sens de l'humour, bien souvent, peut transformer une situation de crise en un moment de détente.